On repart avec Nicolas Mérindol. Bonjour Nicolas, président de Carmin Finance, ancien patron des caisses d'épargne et qui vient nous raconter les banques, voilà, de manière régulière. Cet objet complexe, obscur et néanmoins indispensable. D'ailleurs, on va réserver une petite partie à la fin de cet entretien, indispensable à l'activité économique. Oui, j'avais un petit truc pour toi, c'était une page des Échos qui titrait, c'était voilà, les vétérans de la finance appelés à la rescousse. Donc c'est UBS qui a dû rappeler son ancien patron, c'est ça, pour gérer l'intégration de Crédit Suisse. Donc je me demandais si toi-même tu avais été appelé à droite. Je peux faire une petite analogie, ça n'a rien à voir avec la situation de crise. Vas-y. J'ai été sollicité par une banque de niche qui s'appelle la Thémis Bank, qui est le leader en France dans la niche des procédures collectives, de financement des entreprises pendant qu'elles sont en procédure collective. Et donc, il se trouve que je suis président de cette banque depuis décembre. Alors, je ne sais pas s'il y a une analogie avec ce titre des Échos. Non, mais disons que là, on n'est pas à la rescousse, là, on est sur un truc sympathique. Ça aurait été plutôt un coup de fil d'une banque régionale américaine, tu vois. Voilà, et caisse d'épargne, banque régionale. Vous avez géré ça. Bon, alors, leçon de tout cela. Écoute, je vais te poser une question assez large, finalement, sur tout ce qui se joue en ce moment sur les banques. Est-ce que le cadre réglementaire post-2008 est suffisant ? Oui, il est suffisant et non, il ne l'est pas selon le pays et les évolutions depuis. Il est, et je l'ai toujours dit, je pense très sincèrement qu'en Europe continentale et en France en particulier, le cadre réglementaire et la vigilance de l'autorité de tutelle font qu'on a une vision claire, transparente, très professionnelle, très réaliste de chacune des banques. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas pour deux raisons. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie défaillance dans les 4-5 banques régionales que l'on a vues en situation de crise ces dernières semaines. Il y a une vraie différence par rapport à l'Europe. La première, c'est que la réglementation, elle a été allégée sous la présidence de Trump, pendant, au titre, pour ces banques régionales, en disant elles ne sont pas si grosses, il faut... Pour leur donner du dynamisme et faire baisser les coûts. Oui, c'est intéressant quand même. Dynamisme et baisser les coûts. Et faire baisser les coûts. Oui, mais sauf qu'on est dans un métier de risque total, et qu'il faut le suivre comme le lait sur le feu, dès qu'on dessert l'étreinte pour un même niveau de risque. Parce qu'il n'y a pas de développement dans une banque sans prise de risque supplémentaire, ça n'existe pas. Donc, c'est paradoxal de donner des moyens de plus de développement, ça c'est louable, mais le faire en allégeant les contraintes réglementaires, comme ça a été fait, c'est imprudent, c'est très imprudent. Et vraiment, c'est une imprudent, mais tu le fais. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, Nicolas, parce que tu le fais sur de petites banques. Petites, pardon, est-ce que tu acceptes cette idée-là, moyenne, on va dire. Banque régionale. Oui, voilà. Moi-même, je me rendais compte en disant... On parle de retrait pour certaines d'entre elles, en 2-3 mois, 100 milliards de dollars. C'est ça. Donc, c'est petit. Attends, on va y venir sur les... Mais tu parles, en fait, d'objets bancaires quand même très spécifiques qui financent aussi des objets économiques et des objets entrepreneuriaux très spécifiques. Bon, tu prends un risque, effectivement. Mais derrière, on s'est rendu compte, avec la gestion qu'a pu faire la Fed de ces accidents, que ce risque était gérable. Ah non, encore une fois, la preuve. Et la banque est tombée, on est d'accord. Les banques. Il y en a 5 quand même. Donc, mais sans casse économique en face. Sans casse économique, parce que, d'abord, il y a une partie des épargnants ou des actionnaires. Les actionnaires. Ça, c'est le métier d'actionnaire. Exactement. Mais je ne suis pas sûr que les actionnaires qui avaient investi dans ces groupes quand ils étaient cotés aient connaissance que la réglementation avait été allégée. Et elles ont fait une analogie trop rapide, quand on parle d'une banque, entre le développement d'un secteur en croissance porteur de type la crypto-monnaie ou de les start-up, en disant c'est un secteur en croissance, donc les banques qui se développent sur ce secteur-là vont bien se porter également. Non, c'est un business model qui n'a rien à voir. Très intéressant. C'est ça. Exactement, c'est ça la leçon. D'ailleurs, l'autorité de tutelle elle-même américaine, la Fed, dans la foulée, a commis un rapport et elle a acté un certain nombre de défaillances. Elle a acté un manque de vigilance des organes de contrôle de chacune de ces banques. Un manque des défaillances du management, ça va de soi. Un manque de vigilance des autorités de tutelle. Elle a acté que la réglementation avait été
trop laxiste et le suivi des autorités de tutelle trop laxiste. C'est pour ça que je répondais oui et non. Oui, j'ai bien compris. Sur la France, la réglementation n'a pas bougé et les autorités de tutelle sont franchement très très bons. Dans les autorités de tutelle françaises, vous avez des polytechniciens, vous avez des normaliens, vous avez des gens qui comprennent. C'était une garantie. Non, c'est une garantie c'est une garantie qu'on prend. Ouais. Je veux dire, quand on a un goût pour la banque, aux États-Unis, on va dans la banque, on ne va pas Oui, je comprends ce que tu dis. D'accord. Quand on est bon, qu'on comprend les mécanismes, en France, il y a une culture qui fait que des gens bien formés, bien intelligents, qui comprennent bien cette machine, ne vont pas forcément dans les banques, prennent une satisfaction et dans l'autorité de tutelle. C'est pas vrai aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai aux États-Unis. Il y a 2-3 éléments quand même qui m'intéressent, sur lesquels je voudrais t'interroger. D'abord, tu as parlé toi-même des retraits. Donc la question de la liquidité, qui est la question centrale des banques, c'est la liquidité qui tue les banques. Hein. Voilà, ça on le sait depuis Mary Poppins. Nouvelle vitesse de la disparition de la liquidité à l'heure des réseaux sociaux. Exactement. Alors, là, il y a quelque chose de nouveau. Oui, alors ça c'est intéressant. D'ailleurs, un ancien patron d'une autorité de tutelle européenne m'a fait cette observation très pertinente. Moi, je disais, ce que j'ai vécu pendant la crise, la grande crise bancaire précédente, c'est que le mark-to-market ne s'applique pas aux banques. Il est très dangereux. C'est-à-dire qu'avoir des actifs que l'on garde pendant 10 ans, ou qu'on n'a pas vocation à vendre le lendemain matin, être obligé, de par une réglementation internationale qui était très anglo-saxonne et pas du tout adaptée à la France, de les valoriser en temps réel est une machine à broyer infernale. Parce que je valorise mon actif, il se déprécie parce que donc on est à l'époque des subprimes. Bien sûr. Il se déprécie parce qu'il y a une crise, parce que les gens vendent. La valeur intrinsèque se déprécie pas autant que ça, mais la valeur de marché se déprécie. Il faut que je passe des provisions, donc mes fonds propres diminuent. Donc mes fonds propres diminuent. Certes vicieux. Mais pourtant, c'est ce qu'on reproche à Silicon Valley Bank, c'est qu'elle n'a pas provisionner ses pertes sur son portefeuille d'obligations, qu'elle n'a justement pas fait de market. Là, c'était son cœur de... Là, pour le coup, on n'est pas loin de son cœur d'activité. C'est-à-dire que là, pour un crédit immobilier ou pour des actifs que l'on doit détenir sur des durées plus longues, c'est un peu plus discutable. D'accord. Mais je reviens. Donc moi, je disais, il y a quelque chose de paradoxalement, dont je n'ai pas la solution de sortie, entre le mark-to-market, la cotation en bourse d'une banque. Il y a quelque chose qui est très délicat. Les fonds propres d'une banque ne peuvent pas varier intraday, voire toutes les heures. C'est absurde. C'est complètement absurde. Eh ben, l'analogie, c'est avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une machine à broyer au niveau des réseaux sociaux où on crée une espèce d'autodestruction, d'auto-alimentation d'une crise et les retraits génèrent les retraits de manière tout à fait irrationnelle. Ou exagérée. Alors, ça ne veut pas dire que tous les cas de figure des banques qui ont été défaillantes, puisque je ne peux pas dire, dans un premier temps, la réglementation a été laxiste, les dirigeants n'ont pas été bons, et des décisions de gestion ont été mauvaises, et puis dire c'est la faute aux réseaux sociaux. Ouais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un effet d'accélération. Et mon analogie avec la cotation en temps réel des marchés, c'est la passerelle que je voulais faire. Mais c'est vrai que dans le cas particulier d'une banque et du risque de liquidité, les réseaux sociaux accélèrent les retraits et c'est ingérable pour une banque. Et il n'y a pas de solution. Mais si, c'est de la fermer. Fermer la banque. Mais c'est une solution. Alors c'est une solution du 18e, du 19e siècle, etc. Non, mais il n'y a pas de solution pour prévenir le risque de liquidité. Si tu bloques les retraits, tu la fermes et t'attends de voir un petit peu comment est-ce que tu peux gérer le truc. Régime à partir qui prend cette décision, à partir de quel moment. Voilà, c'est ça, c'est infaisable en fait. Pratiquement, c'est infaisable. La mise en œuvre de ça. Alors en France, il y a. C'est comme quand on disait en 2008 fermer la bourse, quoi. Ça n'avait pas de sens en fait. Exactement. Il y a une limite à l'exercice. Donc la meilleure façon, c'est le préventif. C'est d'être sûr que les dirigeants sont bons, que les organes de contrôle fonctionnent, que l'autorité de tutelle fonctionne, que les fonds propres sont suffisants et qu'on a calculé ce risque. Oui, mais quand tu as un gars qui, en l'occurrence, Peter Thiel, donc on parle Silicon Valley Bank, c'est passionnant. Peter Thiel, le gourou de la Silicon Valley, enfin le gourou républicain de la Silicon Valley, il fait un message sur WhatsApp et 2 heures après, tu as effectivement 40 milliards de dollars de demandes de retrait. Ah oui, même BNP Paribas, bien sûr. Personne ne se remettrait de ça. On est d'accord. Personne ne se remettrait de ça. Non, mais personne ne se remettrait de ça. Sauf que, il faut en permanence que... comme on est sur un marché extrêmement volatile,
je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de traiter cette banque-là au même titre qu'une banque commerciale qui, à l'actif, a des crédits immobiliers à 15 ans. Parce que la solidité... Oui, mais si, tiens, prenons, alors pardon... Les gens se sont dit, les actifs de cette banque sont effectivement trop volatiles, je vais faire des retraits. Reprends, pardon pour Société Générale, reprends Kerviel. Kerviel à l'heure des réseaux sociaux, Kerviel en 2022-2023. Est-ce qu'il y a des garde-fous pour permettre à ce moment-là à la Générale de résister face à ce qui aurait été une folie d'ailleurs Kerviel, c'est pas un risque de liquidité. Hein. Non, mais ce que ça aurait créé, tu comprends, l'annonce du truc, et tout à coup, avec les réseaux sociaux, sans doute, on a une folie comparable à celle qui a saisi la Silicon Valley Bank. Tu vois, c'est ça que je disais. Et j'ai pas l'impression qu'on réfléchisse à ça et qu'on tire les leçons de... Si, d'accord. Si. Parce que, encore une fois, ces banques régionales ont une taille, une nature, une culture, une création qui n'ont pas du tout la même solidité que les grandes banques françaises. On n'a pas d'exemple de grande banque française qui est disparue du paysage. Certes. Pour lequel on a eu des exemples de petites banques. Ouais. D'ailleurs, on a mis en place, il y a une réglementation européenne et une réglementation déclinée en France pour le Fonds de garantie des dépôts. Il y a eu des questions. Moi, j'ai été président du Fonds de garantie des dépôts pendant une période de crise. Et je voyais augmenter le nombre de questions qui étaient faites au Fonds de garantie des dépôts pour des grandes marques françaises. Donc l'inquiétude, elle est légitime et les Français se sont posé la question au même titre que dans d'autres pays. Il y a eu des retraits massifs parce qu'ils craignaient de ne pas voir leur dépôt. Alors c'est parfait parce que donc l'inquiétude, elle est légitime, mais il y a une culture, il y a un niveau, il y a une solidité des banques françaises qui est quand même différente de la banque américaine régionale, assez récente. Et géré dans un contexte de plus-value. Mon autre question, c'est la garantie des dépôts. Parce que finalement, donc, la Fed a garanti l'intégralité des dépôts. C'est une fiction, en fait, la barre des 100 000 euros, non ? En France, par exemple, c'est 100 000 euros, c'est ça, hein, la garantie des dépôts. 100 000 euros par titulaire. En fait, j'ai l'impression que tout gouvernement, toute autorité sera obligé de garantir l'intégralité des dépôts. Là, on va être très concret. Le fonds de garantie des dépôts, à l'origine... Il est fait pour les petites banques, pour des montants auxquels, effectivement, un fonds de garantie des dépôts peut faire face. Aujourd'hui, une grande banque française, pas une petite, mais une grande banque française disparaît, le fonds de garantie des dépôts ne saura pas garantir ces 100 000 euros. Et pourtant, ils seront garantis. Ils seront garantis par la BCE, ils seront garantis par l'État. On est d'accord. On voit qu'en Suisse, quand l'opération a été menée, en fait, les autorités, sont intervenues très vite pour demander un repreneur de l'entreprise défaillante. Et la deuxième chose, ils ont fait un prêt, ils ont organisé le prêt de 100 milliards et ils ont organisé une garantie au repreneur lui-même, sur des sommes quand même très importantes. Oui, bien sûr, les autorités de tutelle et l'État, en France, ne laisseraient pas les dépôts, parce que ce n'est pas le fonds de garantie des dépôts qui, à lui seul, garantirait la capacité à rembourser ces 100 000 euros pour ceux qui ont jusqu'à 100 000 euros. Mais encore une fois, la seule façon, et elle n'est pas parfaite, on est dans une économie de marché, la seule façon, c'est le préventif. Donc c'est la qualité des... Mais alors, le préventif, Crédit Suisse. Non mais Crédit Suisse... Ben oui, mais il est où le préventif, là, pour le coup ? Il était complètement défaillant. Mais c'est la Banque nationale suisse qui est défaillante à ce moment-là. L'autorité de tutelle suisse, les commissaires aux comptes, le conseil d'administration. Il y a eu, je crois qu'on peut arriver à une dizaine ou une quinzaine de milliards d'euros de sanctions sur détournement de fonds, blanchiment, les subprimes. Ils ont en amende, rien qu'en amende, tous les 2 ans, il y avait un scandale. Mais pas un scandale de 100 millions, un scandale de 1 milliard, de 2 milliards, avec des sanctions de 3, 4, 5 milliards. Donc on est sur une banque c'est invraisemblable qu'ils aient pu agir comme ça, impunément, aussi longtemps. Donc on cumule des défaillances de contrôle de l'autorité tutelle. Mais on est d'accord, Nicolas, on est en Suisse avec une banque qui est une banque systémique. C'est une banque systémique. Voilà, donc certes, banque française, autorité de régulation européenne, etc., on est peut-être à part.
mais on est peut-être à part. C'est quand même un signal important, quoi. Le signal important. Mais tout le secteur savait que de toute façon, le Crédit Suisse était profondément malade. C'est ça que tu me dis. Oui, voilà, mais tout le monde le savait. Donc, encore une fois, sanction d'évasion. C'est pas 6 semaines avant. C'est des années avant. D'ailleurs, le nouveau président ou la nouvelle équipe dit « Nous allons quand même regarder plus en détail quelles sont les vraies explications de fond. » Encore une fois, depuis des années et des années, on cumule des sanctions, des amendes. Quand il y a une sanction, un redressement fiscal et une sanction, c'est qu'il y a une faute lourde. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas 10 millions, 500. On est en train de parler d'un cumul d'une dizaine de milliards d'euros. Ouais. Donc, il y a belle lurette que les leçons auraient dû être tirées. Belle lurette. Alors, revenons sur la mark-to-market, mais sur cette idée donc de pertes non réalisées sur les obligations. Là, en fait, toutes les grandes banques et tous les grands assureurs, sont gorgés de ces obligations achetées à des taux dérisoires et qui sont en train de remonter fortement. Le risque, bon, ça, on a eu à débattre ici. Absolument. Du fameux choc des taux et de l'explication. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, mais notre débat, il était un tout petit peu différent et c'était absolument passionnant, hein, mais c'était plus sur les taux, notamment sur les crédits immobiliers, qui ont été consentis pour 20 ans. On va avoir des remboursements qui vont se faire à 1%, alors que la ressource pour nourrir tout ça en vaut 4. C'est la même chose, finalement, sur les obligations souveraines, par exemple, aujourd'hui. Ouais. C'est le même raisonnement. À la place de vous remplacer un crédit immobilier par une obligation long terme. Donc c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le sujet, une fois que l'on a dit « attention, les banques dont on parle », se sont elles-mêmes mises dans des situations très particulières, elles ont été mal contrôlées, mal suivies, le sujet du risque de liquidité est un sujet réel et sérieux. C'est-à-dire que toutes les banques, aujourd'hui, travaillent en particulier leur risque de liquidité. Pas à l'échelle dont on parle, parce que celui-là, si tout le monde, s'il y a un retrait global des dépôts, le système s'effondre. Pas d'une faillite, parce que la garantie des dépôts, c'est en cas de faillite. Hein. Bien sûr. Mais là, s'il y a un retrait des dépôts pour le mettre ailleurs, d'abord, ou ailleurs, c'est-à-dire que quelqu'un du Crédit Agricole va retirer son argent pour le mettre à la BNP, celui de la BNP va le retirer pour le mettre au Crédit Agricole. Donc, sous le matelas, Nicolas, pour le mettre sous le matelas. Oui, non, ou pour le changer en bitcoin, te diront. Ça, ce sera systémique. Il n'y a aucun risque systémique sur ce montant-là. C'est ce sont des gros. Là, encore une fois, on parle de 150 milliards de retraits sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, des gros retraits, c'est pour le remettre où, heureusement, le système bancaire français est assez solide. Donc, le risque sur des gros retraits massifs comme ça de 100 milliards me paraît aujourd'hui exclu. Par contre, le risque de liquidité qui est des retraits significatifs parce que je veux retrait, je veux mettre plus pour l'acquisition de ma maison ou autre, il est réel. Il est réel où je veux retirer sur mon compte de dépôt pour le mettre sur un autre placement qui n'est pas une ressource bilan de la banque. Ce risque est réel. Et je dis que là, ça fait partie du métier de banquier d'apprécier le risque quand il fait un crédit ou quand il fait tout type de placement. Et quand il transforme, puisque c'est ça son métier, quand il transforme de l'épargne à court terme dans un actif de type crédit à long terme, donc ce risque de transformation est aussi un risque de liquidité, et il y a des ratios réglementaires, des calculs qui sont faits tous les jours. Et qui ne sont pas bouleversés parce qu'effectivement, c'est bien ça dont je voulais parler, ce qui est en train de se passer là. Alors, on le voit avec l'épiphénomène en termes de montant que représente le livret A, mais j'imagine que ces questions-là, l'ensemble de ceux qui ont un petit peu d'argent sur leur compte courant se les posent aujourd'hui et sont en train de mettre la pression sur leur banquier pour avoir des solutions à 2, 3, 4% qui changent la donne en termes de liquidité. On est d'accord. Alors, il change la donne. En termes de liquidité, si je le retire du bilan de la banque pour le mettre dans un autre bilan. Par exemple, si je le retire du bilan de la banque A pour le mettre sur la banque B, mais alors on peut se poser des questions de savoir s'il y a une réciprocité, ou je le retire du bilan de la banque A pour les mettre dans une compagnie d'assurance autre. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai une baisse de ma liquidité au niveau de la banque. Mais je peux avoir aussi un autre risque, qui est un risque de taux, c'est-à-dire que je le retire de mon compte de dépôt pour avoir un compte à terme rémunéré à 1, 2, 3%. Ouais. Donc là, je n'ai pas un risque de liquidité en tant que tel, j'ai un risque de coût de ma ressource
qui m'a servi à faire un crédit qui était à 1,5%. J'étais très content parce que c'était une ressource à 0 et à 1,5, j'étais content. Absolument. Et je passe à une ressource à 3%, mais j'ai toujours mon crédit à 1%. Donc, et ça se gère. Voilà, ce que tu me dis, c'est que... Dans un cas, c'est un risque de taux et c'est mon métier de le faire et je passe un mauvais moment jusqu'à ce que mes actifs rattrapent. Et ça, c'est très français. Hein. C'est surtout vrai en France parce que les crédits immobiliers en France sont à taux fixe. Alors que dans beaucoup de pays, dans les pays anglo-saxons, ils sont à taux variable. Donc quand le coût de la ressource des comptes à terme augmente, il se trouve que le taux du crédit augmente aussi. Un mot, n'est pas vrai en France. Parce qu'il nous reste 1 minute, c'est ça qui explique en partie le durcissement historique des conditions de crédit en Europe aujourd'hui ? Oui, le durcissement, il est lié à plusieurs phénomènes qui vont tous dans le même sens. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Donc, on a une hausse du coût de la ressource, ça va de soi, donc les banques sont obligées de le répercuter. On a un plafond, surtout en France, avec le taux de l'usure, c'est-à-dire que le taux de l'usure augmente moins vite. Donc, j'attends que le taux... Je ne donne pas mon crédit parce que j'attends que le taux d'usure me débloque. Ça, les clients seraient d'accord, mais la banque n'a pas le droit de le faire. On a aussi un phénomène de prise de risque parce que nous avons financé à taux bas sur des durées extrêmement longues. Absolument. Il y a 20 ans, 25 ans, quand les taux étaient très très bas. Donc là, on est obligé de revenir sur des durées plus courtes, donc 17 ans. Donc entre 17 ans et 25 ans, ça veut dire que mes échéances mensuelles, toutes choses étant égales par ailleurs, augmentent. Et je prélève cette échéance mensuelle supplémentaire sur mon revenu disponible et ça ne passe plus. Donc tous les phénomènes vont dans le même sens. Il faut un petit temps d'adaptation pour que la machine, passant de taux zéro, voire de taux négatif, à une courbe des taux normales, se remette en place. Merci Nicolas. Avec plaisir. Nicolas Mérindol qui nous accompagnait. On continue Bismart.